Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui à Bruxelles, au Parlement européen, dans le cadre d'une journée de travail organisée par le Pacte mondial des Nations unies et le Parlement européen. Et nous avons la chance ce midi d'être en présence de Pascal Durand, député européen, pour discuter d'un certain nombre d'enjeux liés à la fois au Pacte vert, mais aussi aux enjeux qui concernent les entreprises. Merci, monsieur le député Durand, de nous recevoir aujourd'hui. Le Pacte mondial des Nations unies est donc présent au Parlement européen et je crois que c'est une première dans le cadre du Pacte mondial. L'idée pour nous, c'est de pouvoir vraiment discuter des échanges entre la politique européenne menée en faveur du secteur privé et ce que fait déjà le Pacte mondial depuis plus de 20 ans. Et je voudrais commencer par une première question. On parle beaucoup du Pacte vert, du Green Deal. De quoi s'agit-il exactement ? Il s'agit d'un ensemble de textes, on va dire, c'est une logique qui consiste à essayer de prendre en compte les contraintes climatiques, environnementales, de biodiversité, de terres agricoles, d'accès à l'eau, des ressources d'une manière générale, de les prendre en compte dans une activité économique qui est celle de l'Union européenne et d'essayer de faire en sorte que l'on n'oppose pas tout le temps les questions écologiques, environnementales, les questions économiques, les questions de profitabilité des entreprises avec, j'allais dire, d'une manière concomitante, une recherche d'équilibre entre l'économie, l'environnement et le social. C'est un peu la marque de fabrique de l'Union européenne depuis toujours, c'est-à-dire que quand on regarde sur l'ensemble de la planète, on voit que cet équilibre n'est pas recherché partout, que certains privilégient la production à tout crin, que d'autres ont plus une vision environnementale selon, etc. Nous, on essaye de trouver cet équilibre. Le Green Deal, ça a été de dire, voilà, on va le poser comme un principe et on va décliner des textes autour de ça. Évidemment, le plus important, l'initial, ça a été celui de la politique agricole commune, mais en même temps, on en a décliné d'autres sur beaucoup de sujets et on essaye de faire en sorte, encore une fois, de trouver cet équilibre, je ne trouve pas d'autres mots là pour mieux l'exprimer, entre l'économie et l'environnement. Alors on parle d'équilibre, comment est-ce que l'Union européenne a justement équilibré son texte avec aussi les orientations portées par les Nations unies? Je pense à l'accord de Paris sur le climat, évidemment les objectifs de développement durable. Donc comment ces deux politiques s'articulent? Pour nous, ce sont des phares. En réalité, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours besoin de balises, de phares, de regarder un peu vers où on va. Donc, il est clair qu'on ne va pas intégrer dans la législation européenne directement l'accord de Paris en tant que tel, qui concerne les États d'abord et avant tout, ou les objectifs du développement durable, les objectifs du millénaire, enfin bon, pour prendre les anciens noms. Mais ils sont très importants pour nous parce que quand on dit on veut améliorer les droits sociaux, on veut améliorer les questions environnementales, on a besoin d'avoir des références. On ne peut pas être comme ça, suspendre en l'air en disant on veut faire mieux en matière environnementale, mieux en matière sociale, mieux contre la lutte contre la pauvreté, etc. Et ne pas avoir de référence. Et donc, l'ONU et les ODD ont, comme l'accord de Paris, une véritable valeur de référentiel. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on sait très bien qu'on ne va pas les intégrer comme ça et que par ailleurs, tous les pays ne sont pas au même stade de développement, d'avancée sur les différentes questions. Vous prenez les pays du nord de l'Europe, en matière environnementale, ils étaient très en avance. Les pays, en revanche, comme la France, étaient en matière sociale également très en avance. Donc, c'est en gros ça qu'on essaye de faire. Alors, vous parlez de référentiel. Les entreprises qui sont déjà membres du Pacte mondial des Nations unies connaissent bien ce référentiel. C'est une démarche volontaire. Oui. Première initiative portée par Kofi Annan en 1999 qui rassemble plus de 24 000 entreprises dans le monde. Comment on articule cette démarche volontaire des Nations unies avec ce que l'Union européenne met en place avec la CSRD? Alors, c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'en fait, on a pléthore, avec tout le respect évidemment que je dois à ce qui est fait par les Nations unies, mais on a finalement pléthore de démarches volontaires. On a des labellisateurs, on a des certificateurs, on a des regroupements d'entreprises qui essayent de faire leur propre label, etc. Et c'est très important parce que ça permet aux entreprises d'essayer d'améliorer leur empreinte, de respecter les accords de Paris, de respecter les ODD sur ce qu'ils veulent. Et je pense que c'est complémentaire avec ce que l'Union européenne a voulu mettre en place. L'Union européenne, elle a voulu faire en matière environnementale et sociale, et des droits humains d'une manière générale, à peu près les mêmes points de rencontre entre entreprises que pour les matières financières. C'est en gros avoir des déclarations extra-financières qui soient aussi rigoureuses, aussi contrôlées
que le sont les déclarations financières. Et c'est une manière de lutter un peu contre l'arbitraire, parce que vous dites qu'il y a des démarches, et vous avez raison de le dire, des démarches volontaires d'entreprises qui jouent le jeu spontanément et qui le font bien. Il y en a d'autres qui le font moins bien. Il y a celles qui font des fausses déclarations, évidemment, et il faut qu'on puisse les sanctionner. Il y a celles qui ne déclarent rien du tout, parce qu'elles ne sont pas dans ces démarches volontaires. Et puis, il y a celles qui déclarent un peu ce qu'elles veulent, et pas le reste. Et donc, l'idée de la CSRD, c'était de dire, écoutez, mettons sur la table des standards et des normes qui soient partagés, et ces standards et ces normes vont venir renseigner les intervenants, vont venir renseigner les syndicats, vont venir renseigner évidemment les investisseurs. Et ça vient en complément. C'est pour ça que pour moi, ça ne s'oppose pas. Quand je vous disais par exemple que les ODD ou l'accord de Paris, qui sont des référentiels, ils vont être pris en compte aussi dans la CSRD, mais pas directement. Mais en revanche, ils vont nous servir, encore une fois, à établir des objectifs. Concrètement, pour une entreprise, la CSRD, ça veut dire quoi ? Ça veut dire exactement comme en matière financière. Je ne peux pas avoir de meilleur exemple, ou comme pour les particuliers, leur déclaration d'impôt. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre de cases, vous allez avoir des obligations qui sont des obligations de dire, hein, ne nous trompons pas, la CSRD, ce n'est pas une contrainte pour faire, etc. C'est, voilà, comment je vais mettre en place mes plans de transition. Une obligation d'information. D'information. C'est en droit, en gros, c'est l'obligation de dire. Et vous allez avoir derrière, sur certains sujets, notamment à travers le devoir de vigilance, la directive sur le devoir de vigilance, des obligations de faire. Mais sur, par exemple, si vous dites, voilà, quels sont mes risques par rapport à, je sais pas, je suis industriel dans l'embouteillage de bouteilles gazeuses, quels sont mes risques d'alimentation en eau? Donc ça, je vais le faire, j'allais dire historiquement, de manière provision pour risque, comment j'ai accès à l'eau. Je vais ajouter en plus maintenant, grâce à la CSRD, la double matérialité, c'est-à-dire quel impact je vais avoir, moi, autour, par exemple, les villages, est-ce qu'ils sont autour, est-ce qu'ils auront accès à l'eau, etc. Et donc ça va donner des informations. Voilà, ça c'est très important. De renforcer la notion de responsabilité de l'entreprise sur son territoire, ses chaînes de valeur. Et de tableau de bord. C'est-à-dire qu'en gros, c'est exactement comme dans un avion. Les déclarations financières, elles n'ont pas simplement vocation à permettre à l'administration fiscale d'aller taxer les revenus ou les bénéfices. Elles ont aussi, et elles sont très importantes, pour l'entreprise, ce sont des tableaux de bord. Ça lui permet de regarder où il en est sur des objectifs, là aussi, financiers. Ça permet aux investisseurs, aux actionnaires d'être renseignés. De prendre conscience de l'état de l'entreprise. Et de pouvoir dire, est-ce qu'on suit finalement une trajectoire qui est cohérente? Eh bien là, c'est pareil. Si je dois suivre une trajectoire, par exemple, de décarbonation ou de baisse de mes émissions de CO2 ou de je sais pas quoi, ou d'accès aux ressources meilleures, eh bien, je vais avoir un tableau de bord. Ce tableau de bord, on peut me dire, ça sera sur 5 ans, sur 10 ans, et j'aurai des commissaires aux comptes qui vont pouvoir vérifier et, le cas échéant, dire attention, là, vous n'êtes pas dans les clous. L'état de l'information. Voilà. Exactement. Vous avez fait mention du devoir de vigilance. Comment s'articule la CSRD et la CS3D? Alors, la CS3D, c'est en gros l'obligation de mettre en œuvre, c'est-à-dire en gros de respecter sur l'ensemble de sa chaîne de valeur, de production. Par exemple, sur les questions de droits humains, on peut avoir des questions de droits humains au sein de l'Union européenne proprement dite. Mais enfin, globalement, on sait, par exemple, dans le textile ou d'autres secteurs, que les sujets de droits humains, ils vont se situer dans les pays du Sud, au Bangladesh ou ailleurs. Et donc, l'idée qu'il y a derrière le devoir de vigilance, c'est oui, vous dites que vous allez être plus vertueux, ou que vous allez mettre en œuvre un certain nombre d'engagements. Eh bien, le devoir de vigilance, là, ça sera plus sur le contrôle de l'obligation de moyens de faire. Est-ce que vous les mettez vraiment en œuvre? Et le cas échéant, si ce n'est pas le cas, alors comment on peut ouvrir l'accès à la justice, notamment à des populations, des ONG, des populations du Sud. Une démarche d'information d'un côté, une démarche d'action, de progrès de l'autre, voilà, pour amener les entreprises à se transformer. Et à évoluer et à prendre en compte le monde qui les entoure, tout simplement. Alors, question, le débat public s'est beaucoup fait l'écho, le débat public français, en tout cas l'écho d'une inflation normative. On a parlé pendant un moment d'un tsunami réglementaire. Les PME en particulier, même si elles ne sont pas éligibles aujourd'hui à la CSRD, vont devoir le mettre en œuvre, je dirais, par défaut, parce que les grands groupes vont leur demander. Comment vous appréhendez un tout petit peu de ce débat public du secteur privé français qui se crispe sur un certain nombre de normes, à tort ou à raison? Comment vous appréhendez ça des côtés du législateur? Alors, le fait de se crisper sur les changements est, j'allais dire, une attitude naturelle.
hein. C'est normal, on est dans un monde qui évolue, et il va y avoir des transformations. Il est normal qu'un certain nombre de dirigeants d'entreprise ou d'acteurs d'un secteur disent non mais attention, on est en train de nous demander un certain nombre de choses. Bon, ça, j'allais dire c'est normal. Ça veut dire qu'il faut de l'information. Il faut faire baisser la pression en disant mais attention, les normes et standards, on vous parle de milliers de demandes, etc. C'est faux. Il y a effectivement peut-être des milliers de lignes, mais c'est exactement comme dans un bilan comptable. Vous ne remplissez pas toutes les lignes. Ce sont des centaines de lignes, mais pour tous les secteurs. Donc vous n'allez être concerné que pour une part. Mais ça veut dire aussi qu'il faut accompagner. Il faut accompagner les PME. Moi, je suis très attentif à ce que les États membres et la France s'est engagée à le faire, et Olivia Grégoire a toujours dit qu'elle accompagnerait, et elle le fait, les entreprises. Il faut qu'on... La ministre chargée des PME auprès de Bruno Le Maire. Absolument, et qui depuis le départ suit la CSRD et le devoir de vigilance pour essayer justement de faire en sorte qu'on enlève la part de fantasme, la part de crainte, et qu'on soit exactement comme on a accompagné au moment de l'IFRS, c'est-à-dire pour les normes financières. On a accompagné les entreprises, les experts comptables, les commissaires aux comptes ont été formés, les avocats sont en train de se former pour pouvoir accompagner les entreprises, les organisations comme la vôtre, les organisations patronales, les organisations, les ONG ou autres vont accompagner, et ça c'est très très important. Après, il va y avoir une période, et on l'a bien intégré, il y a une clause de révision sur la CSRD en 2028. Ça veut dire qu'on va laisser un peu de temps, y compris bien sûr pour les PME qui ne sont pas directement impliquées dans un premier temps, sauf que les PME, il faut qu'elles aient quand même accès au financement. Et les investisseurs vont aller regarder les entreprises qui font ou pas des déclarations. Est-ce que globalement, il n'y a pas un défaut de pédagogie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Union européenne est très avant-gardiste sur un certain nombre de sujets. On voit bien que certains pays ou continents, je pense aux États-Unis, ont un rapport, on parlait de la double maternité, peut-être plus restreinte. Absolument. Et d'un autre côté, les Chinois aussi avancent beaucoup plus vite qu'on aurait pu le penser il y a quelques années. Oui. Mais est-ce que l'Union européenne n'a pas un défaut de pédagogie qui alimente en quelque sorte une forme de populisme? Encore une fois, je viens sur la question de l'inflation des normes, parce qu'on oublie souvent pourquoi on le fait. Alors voilà, mais vous avez une excellente raison, c'est-à-dire que vous avez parfaitement raison de dire on oublie pourquoi on norme. Je veux dire, si je prends demain mon automobile et si je suis dans une démarche purement dénormative, voilà, ok, je prends ma voiture et je circule dans les rues comme je veux. Si je mets des stops et si je mets des feux rouges, ça a vocation à embêter, si je regarde ce côté-là, les automobilistes ou les motards ou les cyclistes. La réalité, c'est que ça permet la fluidité de l'ensemble des mobilités. Et bien là, c'est la même chose. C'est-à-dire que si je ne mets pas de normes sur l'activité des entreprises, sur les questions sociales, sur les questions de droits humains, sur les questions environnementales, alors c'est la loi de la jungle qui va primer, la loi des plus forts. Vous parliez par exemple des PME et des sous-traitants. Si je ne mets pas de normes sur ce que l'on attend des PME, alors ça va être les plus grands groupes. Alors il y aura des vertueux dedans, mais il y aura aussi des entreprises qui vont vraiment, je pense notamment à certaines entreprises chinoises ou autres, qui vont devenir des leaders d'un marché, voire monopolistiques, et qui n'ont pas du tout les mêmes règles que nous. Donc il est très important que l'Union européenne dise voilà quelles sont nos règles et qu'elle les pose sur la table. Après, le fait d'accompagner, par exemple, et juste pour la CSRD, parce que c'est important, on a un étalement, c'est-à-dire qu'au départ, là, les entreprises qui sont soumises, et elles ont jusqu'en 2026 en réalité pour faire leur première déclaration, ce sont celles qui sont déjà soumises à la NFRD, ce sont les plus grandes entreprises. Donc on parle d'entreprises avec plusieurs milliards de chiffres d'affaires, avec des milliers de salariés, etc. Et on va descendre petit à petit pour atteindre en 2028, peut-être 2030, un secteur d'entreprise beaucoup plus large. Donc ça nous laisse le temps, ça laisse le temps de préparer, ça laisse le temps de discuter. En Europe, mais comment faire en sorte que l'Union européenne ne s'enferme pas dans ses frontières, d'avoir un marché européen qui est extrêmement compétitif, à l'export et à l'import aussi, oui. Pour faire en sorte que finalement les autres acteurs aussi s'alignent sur les mêmes normes et qu'il n'y ait pas un différentiel entre ce qui se passe en Europe et à l'extérieur. On est déjà en train de travailler, notamment sur les normes climat, et vous le savez, puisque l'accord de Paris est mondial. Ce n'est pas un accord qui est limité au sein de l'Union européenne. Donc déjà sur les normes climatiques, on travaille avec, et on a travaillé en cohérence avec l'IFRS, qui est en charge, en gros c'est ceux qui avaient fait les normes financières pour les États-Unis, et qui est en charge de remodeler les normes et standards climatiques pour les États-Unis,
avec le GRI qui fait exactement la même chose, avec les FRAC qui norment pour l'Union européenne, tous ces organismes travaillent, je vais dire main dans la main, peut-être pas, mais en tout cas en bonne intelligence. Ce sont des briques qui vont être interconnectées, de manière à ce que les obligations commerciales ou financières aux États-Unis, en Chine, alors en Chine c'est difficile à contrôler, mais bon, en tout cas aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon, etc., elles existent déjà et elles sont partagées. Eh bien, il faut qu'on ait la même chose sur l'extra-financier. Ça veut dire que ça ne va pas être toutes les normes européennes qui vont gouverner le monde. On n'a pas une vision nécessairement impérialiste du droit. Mais pour une fois, on ne va pas être à la remorque systématiquement de ce que les États-Unis, par exemple, ou l'OCDE nous imposent. On va être exactement comme à l'ONU, dans une démarche de dialogue et d'équilibre entre voilà quelles sont nos règles, voilà quelles sont les vôtres, quels sont les points d'intersection. Après, il y a un deuxième point, donc ça c'est le premier point, c'est travailler ensemble pour normer, et on va y arriver, on y est déjà presque. Et au-delà, sur nos divergences, eh bien, il faut protéger le marché européen, exactement comme les États-Unis protègent leur marché, en disant, écoutez, si vous voulez opérer en Europe, alors voilà les normes que vous devez aussi respecter. Pour l'Europe, mais comment éviter la concurrence déloyale de pays qui n'ont pas les mêmes normes? Eh bien, quand ils opéreront en Europe, on va faire en sorte, et pour la première fois, l'Union européenne a posé des principes d'extraterritorialité, non pas pour dire voilà ce qui doit se passer au Japon ou en Chine, on n'a pas qualité pour ça, en revanche, c'est pour dire aux entreprises chinoises, aux japonaises, dès lors évidemment qu'elles ont la taille requise, si vous voulez opérer sur le marché européen, libre à vous de ne pas y venir, mais si notre marché vous intéresse, alors, pour ne pas nuire à la concurrence avec des entreprises européennes qui, elles, respectent des normes et des standards spécifiques, eh bien, vous devez vous engager à respecter les mêmes normes et standards. Vous savez, c'est le débat qu'on est en train d'avoir et que tout le monde connaît sur les questions agricoles. Vous ne pouvez pas demander aux éleveurs ou aux agriculteurs européens d'avoir des normes extrêmement strictes si vous ouvrez le marché européen sur des produits qui ne respectent aucune de ces normes. Voilà. Donc, soit vous abandonnez vos normes environnementales. La réciprocité aussi. Exactement. Ce sont les clauses miroirs dans les accords de libre-échange. J'entends deux maîtres mots, l'action, l'accompagnement, c'est-à-dire à engager les entreprises à agir, à s'engager. D'autre part, accompagner. Je pense que ça, c'est un maître mot important. Oui. Quel conseil vous donneriez aux entreprises qui doutent finalement de ces politiques aujourd'hui pour leur dire mais ne doutez plus et rentrer dans cette dynamique? Évidemment, elle est obligatoire, donc ils seront obligés de le faire, mais au-delà de ça, pour leur donner envie de s'engager de manière volontaire, y compris dans le pacte mondial, mais bien au-delà, dans une action structurante. Alors, je laisse de côté éthique et morale, parce que ça relève de la démarche individuelle et évidemment, j'espère qu'elle va être la plus importante possible et qu'elle va amener les dirigeants d'entreprise, les boards, les actionnaires d'une manière générale à dire nous voulons un monde plus durable, plus soutenable, où il y a moins de pauvreté, moins d'exploitation des ressources, etc. Donc ça, c'est évidemment important et sans cela, sans cette volonté, rien ne se passera. Parce qu'en réalité, si les gens ne veulent que rien ne change, effectivement, rien ne changera. Mais pour répondre à votre question, moi je crois que le plus important, c'est d'avoir des règles du jeu. Et d'avoir des règles du jeu partagées. Je pense que tout le monde a tout à y gagner. Je parlais tout à l'heure d'un tableau de bord. C'est très important que quand vous passez, vous montez d'une voiture à une autre, vous allez d'un avion à un autre, vous devez piloter un avion, vous savez que les indicateurs, globalement, sont les mêmes. L'altitude, la vitesse, etc. Et finalement, un dirigeant d'entreprise, il a besoin d'être sécurisé sur ses investissements, sur la durée, sur la manière dont il peut investir. Quand il va avoir ces éléments, il va renforcer sa compétitivité parce qu'il va avoir la capacité de lire l'évolution de son secteur et par rapport aux autres avec les mêmes critères. Également, de mieux gérer les risques environnementaux, financiers, voilà. Sociaux. Et donc c'est très important et c'est également très important puisque vous me demandiez comment d'être accompagné. De dire qu'effectivement, sur ces sujets-là, qui sont des sujets émergents, nouveaux, on va avoir besoin d'expertise, d'ingénieurs, on va en avoir besoin. C'est une activité complémentaire, mais c'est une activité importante pour l'entreprise si elle veut s'inscrire dans la durée. Voilà. Et donc cette démarche-là, pour moi, elle est vraiment très importante, mais dans un vrai souci d'efficacité et de compétitivité, pas simplement dans un souci de respecter la loi, même si bien sûr le législateur que je suis vous dit que la loi c'est essentiel.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Durand. Je pense qu'on aurait pu passer l'après-midi ensemble, donc on reviendra vous voir. Merci beaucoup. On était donc aujourd'hui au Parlement européen avec le Pacte mondial Réseau France, et donc vous avez compris aussi en termes d'accompagnement, c'est ce qu'offre le Pacte mondial des Nations Unies à l'ensemble de ces entreprises. Merci beaucoup et à bientôt.